Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, on se lance un défi. Comprendre le financement de l'économie en moins de 10 minutes. C'est un sujet qui peut paraître un peu complexe, mais en vrai, c'est fascinant. Comment l'argent bouge en fait? Qui a de l'argent de côté? Qui en a besoin pour ses projets? Et surtout, comment est-ce que tout ce petit monde se connecte? On va voir que c'est vraiment le cœur du réacteur de notre économie. Alors accrochez-vous, on va rendre tout ça très clair. C'est parti. En fait, tout part d'un constat tout simple, mais qui est à la base de tout. D'un côté, il y a des gens, des ménages surtout, qui ont mis de l'argent de côté, de l'épargne. Et de l'autre, eh bien, il y a des entrepreneurs, des entreprises, l'État même, qui ont plein d'idées, plein de projets, mais pas forcément les fonds pour les lancer. La vraie question, le défi de toute l'économie, c'est ça. Comment on fait pour créer un pont pour connecter ces deux groupes? Alors, pour bien comprendre comment ce pont fonctionne, il faut qu'on identifie les deux camps, si on veut. On a d'un côté ce qu'on appelle les agents à capacité de financement. C'est un terme un peu formel, mais l'idée est simple. Ce sont ceux dont les revenus sont plus élevés que les dépenses. Il leur reste donc un surplus de l'épargne. Et en face, on a les agents à besoin de financement. Eux, c'est l'inverse. Ils veulent dépenser plus, souvent pour investir, que ce que leurs revenus seuls ne le permettent. Vous voyez ? Toute l'histoire du financement, c'est ça. Comment organiser la rencontre entre ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez. Voilà le programme du jour, notre feuille de route en 5 points. D'abord, on pose les bases, ces fameux besoins et capacités de financement. Ensuite, on zoome sur les entreprises, comment elles trouvent de l'argent. Troisième point, le prix de cet argent, le taux d'intérêt, vous allez voir, c'est crucial. Puis on s'intéressera au cas de l'État. Et enfin, on terminera avec un grand débat qui divise encore les économistes. Un programme bien rempli. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie. Mettons des noms sur ces acteurs principaux. Alors, la capacité de financement. Le mot peut faire un peu peur, mais l'idée est vraiment intuitive. C'est simple, c'est quand votre épargne est plus grande que vos dépenses d'investissement. En gros, il vous reste de l'argent à la fin du mois. Et si on regarde l'économie dans son ensemble, qui est dans ce cas? Eh bien, ce sont principalement les ménages. Collectivement, ils épargnent plus qu'ils n'investissent. C'est eux, en quelque sorte, le grand réservoir d'épargne de tout le pays. Et de l'autre côté, forcément, on a le besoin de financement. Là, c'est le contraire. Un agent économique a un besoin de financement quand il veut investir plus que ce que sa propre épargne lui permet. Et là, on pense tout de suite à qui? Aux entreprises, bien sûr. Elles veulent construire une nouvelle usine, développer une nouvelle technologie. Elles ont besoin d'argent frais. Et on pense aussi à l'État, qui doit financer les routes, les écoles, les hôpitaux. Ces deux-là, les entreprises et l'État, sont les plus gros demandeurs de fonds. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, passons à la deuxième étape. Suivons la piste de l'argent et voyons comment il arrive jusqu'aux entreprises qui font tourner l'économie. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple. Imaginez une entreprise, elle a un projet génial. Construire une nouvelle usine hyper moderne. Super. Mais d'où vient l'argent? Comment va-t-elle trouver les fonds? Il y a plusieurs routes possibles, plusieurs stratégies. La toute première route, la plus directe, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. L'idée est simple. L'entreprise puise dans ses propres caisses. Elle utilise les bénéfices qu'elle a accumulés au fil du temps, son épargne à elle, en quelque sorte. C'est la solution la plus simple, elle ne dépend de personne. C'est souvent le signe d'une entreprise qui se porte bien. Et cette fameuse épargne de l'entreprise, elle vient d'où? Elle vient de ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation, ou l'EBE. Bon, le nom est un peu barbare, j'avoue, mais le concept est facile à comprendre. C'est en gros la richesse que l'entreprise a créée une fois qu'elle a payé ses salariés et ses fournisseurs. C'est vraiment le carburant qui lui permet ensuite de payer ses impôts, de verser des dividendes et surtout d'épargner pour s'autofinancer. Ok, mais que se passe-t-il si l'autofinancement ne suffit pas? Le projet d'usine coûte très cher. L'entreprise doit alors chercher de l'argent à l'extérieur. Et là, il y a deux grandes autoroutes qui s'offrent à elle. La première, c'est le financement intermédiaire. Intermédiaire parce qu'il y a un intermédiaire, la banque, c'est le classique « je vais voir mon banquier pour un prêt ». La deuxième autoroute, c'est le financement direct. Là, plus d'intermédiaires, l'entreprise va chercher l'argent directement dans la poche des épargnants via ce qu'on appelle les marchés financiers. Et sur ces fameux marchés financiers, l'entreprise a deux outils principaux. Et attention, la différence entre les deux est énorme, c'est fondamental. Soit elle émet des actions, là, elle vend des petits bouts d'elle-même. La personne qui achète une action devient copropriétaire de l'entreprise. Soit elle émet des obligations. Là, elle ne vend rien, elle emprunte. Une obligation, c'est juste une reconnaissance de dette. La personne qui l'achète prête de l'argent. Et l'entreprise s'engage à le rembourser, avec des intérêts, bien sûr. Le choix est stratégique. Est-ce que je partage la propriété et le pouvoir, ou est-ce que je m'endette? Bien, on a vu comment l'argent arrive aux entreprises. Troisième point maintenant. Tout cet argent qui est prêté, emprunté, il a un prix.
Et ce prix, c'est le fameux taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, qu'est-ce que c'est au juste? C'est tout simplement le loyer de l'argent. Si on se place du côté de l'emprunteur, c'est un coût, c'est ce que ça lui coûte d'avoir de l'argent maintenant. Et si on se place du côté du prêteur, c'est une rémunération. Une rémunération pour deux choses. D'abord, parce qu'il se prive de son argent pendant un temps, et ensuite parce qu'il prend un risque, le risque que l'emprunteur ne le rembourse pas. Alors prenons un exemple chiffré, c'est toujours plus simple. Imaginez qu'on prête de l'argent à un taux d'intérêt de 3%. Ce chiffre, 3%, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt nominal. C'est celui qui est marqué sur le contrat. Mais attention, il y a un invité surprise qui vient tout compliquer. L'inflation. L'inflation, c'est la hausse des prix. Et si les prix augmentent, eh bien 1 euro aujourd'hui ne permettra plus d'acheter la même chose dans un an. La valeur de l'argent diminue. Donc la vraie question, c'est celle-là. Pour notre prêteur, quel est son gain réel à la fin de l'année? Une fois qu'on a retiré l'effet de l'inflation, est-ce qu'il peut vraiment acheter plus de choses? Eh bien, le calcul, en première approche, est tout simple. On prend notre taux nominal, 3%, et on enlève le taux d'inflation, disons 2%. 3 moins 2, ça fait 1%. Ça, c'est le taux d'intérêt réel. Et c'est ce chiffre qui est important. C'est lui qui nous dit de combien le pouvoir d'achat du prêteur a réellement augmenté. Cette distinction entre nominal et réel, elle est juste fondamentale en économie. Retenez-la bien. Allez, on avance. 4e étape de notre parcours. Après les entreprises, on va s'intéresser à un autre acteur qui a un gros besoin de financement. J'ai nommé l'État. Et là, il y a 2 mots qu'on entend tout le temps et qu'il ne faut surtout pas confondre, le déficit et la dette. C'est simple. Le déficit public, c'est un flux. Imaginez un robinet qui coule. C'est ce qui se passe sur une seule année. Si les dépenses de l'État sont plus grandes que ses recettes, hop, il y a un déficit. La dette publique, elle, c'est un stock. Imaginez la baignoire qui se remplit. C'est l'accumulation de tous les déficits des années précédentes. Chaque année de déficit, c'est le robinet qui coule et qui fait monter le niveau d'eau, donc le stock de la dette. Alors, pour financer son déficit de l'année, comment fait l'État? Eh bien, en fait, il fait exactement comme une très grande entreprise qui cherche un financement direct. Il va sur les marchés financiers et il emprunte de l'argent. Pour ça, il émet des obligations d'État, qu'on appelle souvent des bons du Trésor. Et des épargnants du monde entier lui prêtent de l'argent en achetant ces bons. Et on arrive à notre 5e et dernière partie, parce que, évidemment, quand l'État emprunte autant d'argent, ça n'est pas sans conséquences. Ça déclenche des réactions en chaîne dans toute l'économie, et ça nous amène au cœur d'un débat passionnant et toujours d'actualité. Ce débat, il oppose deux logiques, deux effets contraires. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'effet de relance. L'idée, c'est qu'en dépensant l'argent qu'il a emprunté, l'État soutient l'activité. Il commande des travaux, il verse des aides, bref, il injecte du pouvoir d'achat, ce qui peut booster la production et l'emploi. C'est le côté positif. Mais de l'autre côté, il a un risque, c'est l'effet d'éviction. L'idée, c'est qu'en arrivant sur les marchés pour emprunter des sommes colossales, l'État devient un énorme concurrent pour les entreprises qui, elles aussi, cherchent à emprunter. Cette forte demande de l'État peut faire monter le prix de l'argent, les taux d'intérêt, pour tout le monde. Et si les taux montent, ça devient plus cher pour les entreprises d'investir et elles risquent d'y renoncer. L'investissement public évince l'investissement privé. Et voilà, on boucle la boucle avec cette grande question qui résume tout le dilemme. Cette dette publique, finalement, est-ce que c'est un moteur indispensable pour soutenir l'économie ou est-ce que c'est un fardeau qu'on laisse aux générations futures? Moteur ou fardeau? Il n'y a pas de réponse toute faite, les économistes en débattent encore et c'est peut-être ça, finalement, qui rend l'économie si intéressante. Merci de m'avoir suivi.